On a dit à la société qu'elle était en convalescence. En vérité, la famille d'Evelyn l'avait bannie dans les recoins humides et oubliée du Somerset. Sa langue acérée et sa main balafrée la rendaient indésirable sur le marché du mariage londonien. Elle était censée dépérir en silence. Elle n'était pas censée écrire une lettre cinglante et juridiquement précise au propriétaire terrien, le plus impitoyable d'Angleterre. Et il n'était certainement pas censé abandonner la saison mondaine, ni chevaucher 3 jours d'affilée sous une pluie torrentielle juste pour la regarder dans les yeux. Le toit du manoir d'Oakhaven ne fuyait pas d'une manière qui suggérait une décadence romantique. Il fuyait avec le rythme persistant et irritant d'un robinet qui goutte. L'eau de pluie sale s'accumulait sur le parquet déformé de la bibliothèque. Evelyn Holloway ignorait le bruit. Elle avait passé 3 ans à ignorer bien pire. Elle était assise au lourd bureau en chêne, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Le feu s'était éteint 1 heure plus tôt, et le charbon était un luxe que le domaine des Holloway ne pouvait plus se permettre de gaspiller pour une fille bannie. Sa main droite, étroitement enveloppée dans un gant de laine effiloché, tenait une plume de métal rouillé. Sous la laine, la chair boursouflée et marquée par les brûlures était raide de froid. L'accident s'était produit quand elle avait 14 ans. Une lampe à huile renversée, une tentative frénétique de sauver la robe en soie de sa jeune sœur. La robe a brûlé quand même. Sa main était fichue, et avec elle, selon sa mère, son avenir. Une femme qui ne pouvait pas jouer du pianoforte ou tenir une tasse de thé avec une grâce naturelle n'avait pas sa place à Mayfair. Ainsi, à 21 ans, pendant que ses sœurs paradaient dans les salles de bal, Evelyn fut expédiée à la campagne. Loin des yeux, loin du cœur, Mademoiselle Evelyn. Elle ne leva pas les yeux. Elle était occupée à moudre de l'encre bon marché et granuleuse dans l'encrier. Si c'est à propos du toit de l'aile ouest, Madame Higgins, mettez un seau en dessous. Nous n'avons pas d'argent pour le couvreur. Ce n'est pas le toit, mademoiselle. La gouvernante entre dans la pénombre. Elle avait l'air épuisée. Tout le monde dans le Somerset avait l'air épuisé. Ce sont les champs d'en bas. La rivière a de nouveau débordé. La ferme du meunier est complètement inondée. Il a perdu son blé d'hiver. 2 de ses veaux sont morts dans la boue. La main d'Evelyn s'arrêta. La plume accrocha le parchemin rugueux, se brisant avec un craquement sec. Elle leva lentement la tête. Les champs d'en bas bordaient l'immense et tentaculaire domaine du duc de Westmoreland. Il y a 6 mois, l'intendant du duc avait endigué une partie de l'affluent. C'était pour créer un lac d'ornement pour un pavillon de chasse qu'il n'avait même jamais visité. Ce barrage détournait les eaux de ruissellement directement vers les fermes les plus vulnérables d'Oakhaven. Evelyn avait écrit 2 fois à l'intendant. Elle n'avait reçu que le silence en retour. « Apportez-moi le grand livre », dit Evelyn. Sa voix était plate, vidée par la réalité pure et épuisante de la survie. Et une nouvelle plume. « Mademoiselle, qu'allez-vous faire? Je vais écrire une lettre. À Monsieur Gable ?» L'intendant ne la lira pas. Il a jeté la dernière au feu. Le garçon boucher l'a vu faire. Evelyn prit la plume neuve que Madame Higgins lui tendait. Elle retira le gant de laine de sa main droite, grimaçant lorsque l'air froid frappa la peau tendue et cicatrisée. Elle avait besoin d'une prise ferme. Elle avait besoin de précision. Je n'écris pas à l'intendant. Dit Evelyn en trempant la plume. J'écris au maître, votre grâce, écrivit-elle. Elle fixa les mots. Trop poli. Elle les barra d'un trait d'encre noir, épais et violent. Au duc de Westmoreland, c'est un luxe immense d'être si riche que votre ignorance puisse noyer les moyens de subsistance d'un homme. Je vous écris pour vous informer que le barrage que vos agents ont érigé sur la frontière sud de l'affluent de Wickering est un triomphe d'ingénierie esthétique et un échec catastrophique de géographie de base. La main d'Evelyn volait sur la page. Elle n'utilisait pas la prose polie et sinueuse enseignée par ses gouvernantes. Elle écrivait avec la clarté brutale et directe d'une femme qui venait de passer la matinée à envelopper un veau mort dans un sac de toile. Elle cita une loi sur la propriété datant de 1742. Elle détailla le volume exact du déplacement d'eau. Elle calcula la ruine financière de 3 familles distinctes jusqu'au dernier shilling, plaçant le sang de leur bétail affamé directement sur ses épaules, bien vêtues et absentes. Elle ne supplia pas. Elle ne demanda pas la charité. Elle exigea la destruction du barrage, menaçant d'engager des ouvriers locaux pour le démanteler elle-même à coups de pioche s'il ne s'exécutait pas dans la quinzaine. Je ne m'attends pas à ce qu'un homme qui construit des lacs pour une maison qu'il n'habite pas comprenne la valeur d'une terre sèche, conclut-elle.
Mais j'attends d'un homme qui siège à la Chambre des Lords qu'il comprenne la définition juridique de la négligence criminelle. Envoyez l'ordre ou j'enverrai les pioches. B. Halloway. Elle n'a pas signé de son prénom. Il supposerait qu'elle était un homme, un frère ou un oncle. Cela n'avait pas d'importance. Elle souffla sur l'encre, plia le lourd parchemin et le scella avec une goutte de cire rouge bon marché. Elle y pressa son pouce. Pas de blason, juste une empreinte de pouce. Envoyez-le à Londres, dit Evelyn à Madame Higgins en lui tendant la lettre. Utilisez les fonds d'urgence pour l'affranchissement. Il ne la lira pas, Mademoiselle Evelyn. La vieille femme soupira, prenant la lettre comme si c'était un charbon ardent. Les ducs ne lisent pas les lettres du Somerset. Alors j'achèterai les pioches demain, dit Evelyn. Elle remit son gant sur sa main abîmée et se retourna vers les grands livres. Roland Pendleton, le 9e duc de Westmoreland, fixait un lustre en cristal. Il contemplait la hauteur exacte de la chute nécessaire pour se briser le cou. Il se tenait dans le coin de la salle de bal de Lady Danbury, sirotant un verre de brandy coupé d'eau. La pièce était une mer suffocante de soie, de sueur et d'ambition. Le quatuor à cordes jouait une valse qui ressemblait à un chant funèbre. Les mères tournaient autour de lui comme des requins sentant le sang dans l'eau. Leurs filles les suivaient avec des yeux grands et vides, et des rires répétés. Roland avait 32 ans. Il était célibataire. Il était scandaleusement, irrémédiablement riche. C'était tout ce que l'on savait et tout ce qui intéressait les gens. Votre grâce. Roland ne s'ila pas. Il avala juste le reste de ce terrible brandy. Qu'y a-t-il, Hastings? Son secrétaire, un petit homme nerveux qui sentait légèrement l'encre et la menthe poivrée, se dandina sur ses pieds. Lady Agatha approche par votre gauche, monsieur. Elle est avec sa plus jeune fille, celle qui joue de la harpe. Dites-leur que j'ai contracté le choléra. Dit sèchement Roland. J'ai utilisé cette excuse mardi, votre grâce. Le grand monde commence à s'interroger sur votre constitution. Roland tourna enfin la tête. Ses yeux, d'un gris ardoise dur, balayèrent la foule. Il n'y avait pas de joie ici, seulement des transactions. Le mariage était un contrat, la conversation une négociation, et chaque sourire un acompte calculé. Il était si incroyablement fatigué de tout cela. Prenez mon manteau, Hastings, nous partons. Mais le souper n'a pas été servi. Maintenant. 20 minutes plus tard, Roland était assis dans le silence feutré de son bureau à Westmoreland House. Le feu rugissait. Le brandy ici était excellent. Et pourtant, le vide dans sa poitrine persistait. Il défit sa cravate, laissant le lin blanc et impeccable tomber de son cou. Le courrier de l'après-midi, votre grâce, dit Hastings en entrant dans la pièce et en posant un plateau d'argent sur le bureau en acajou. Il était rempli d'enveloppes couleur crème, d'invitations et de lettres de supplique. Brûlez les invitations. Donnez les lettres de supplique à l'aumônier. Roland fit un geste dédaigneux de la main. Il y a une bizarrerie, monsieur. Hastings hésita, tenant un morceau de parchemin rugueux et bon marché scellé d'une empreinte de pouce désordonnée. Il est arrivé de la campagne, du Somerset. Je l'aurais jeté, mais le langage sur l'extérieur qui vous était adressé était quelque peu agressif. Roland haussa un sourcil. Il tendit la main. Hastings lui passa la lettre. Roland brisa le seau de cire. Il déplia le papier rigide. Il s'attendait à une demande d'argent. Il s'attendait à une requête servile pour du mécénat. Il lut la première ligne. C'est un luxe immense d'être si riche que votre ignorance puisse noyer les moyens de subsistance d'un homme. Roland se redressa dans son fauteuil en cuir. L'ennui qui avait enveloppé son esprit pendant des mois se brisa soudainement. Il lut la ligne suivante, puis la suivante. Ses yeux parcouraient la page, absorbant les mots brutaux et sans concession. L'écriture était acérée, fortement appuyée sur le papier, comme si l'auteur avait été furieux. Les citations juridiques étaient impeccables. Les calculs mathématiques concernant le déplacement de l'eau étaient brillants. Mais c'était le ton qui le captivait. C'était de la rage pure, sans phare. Personne ne lui parlait comme ça. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis la mort de son père. Tout le monde s'inclinait. Tout le monde flattait. Ce B. Halloway se fichait éperdument de son titre. Cette personne se souciait des veaux morts et du blé d'hiver ruiné. Envoyez l'ordre, ou j'enverrai les pioches. Roland lut la lettre une deuxième fois, puis une troisième. Une sensation lente et inconnue lui monta le long de la nuque. Il lui fallut un moment pour la reconnaître. C'était du respect, Hastings, dit Roland. Sa voix était calme,
mais la léthargie en avait complètement disparu. « Monsieur, qui gère le domaine de Wickling dans le Somerset? Un certain monsieur Gable, je crois. Votre grâce, nous avons acquis cette parcelle de terrain il y a 3 ans. Vous avez ordonné la construction d'un pavillon de chasse là-bas, au printemps dernier. Vraiment? » Roland regarda le feu. Il possédait tellement de terres qu'il ne pouvait pas toutes les suivre. Cette pensée le dégoûta légèrement. Il semble que monsieur Gable ait construit un barrage, et il inonde les fermes voisines. Je peux envoyer une dépêche à Gable, monsieur, pour m'enquérir de l'affaire. Non. Roland se leva. Il jeta sa cravate sur le bureau. Il regarda le seau de cire grossier avec l'empreinte de pouce sur la lettre. Il le traça avec son index. C'était petit, trop petit pour un pouce d'homme. Il regardait de nouveau l'écriture de plus près. La forte pression, les angles vifs. Mais là, dans les boucles du Y et du G, un léger tremblement. Une faiblesse dans la prise compensée par la force pure. B. Alloway. Faites sceller mon cheval, Hastings. Le grand Rouen. Et préparez mes sacoches. Hastings cligna des yeux, la bouche légèrement ouverte. Des sacoches, votre grâce? Vous allez dans l'un de vos domaines de campagne? Dois-je préparer la voiture? Pas de voiture. Je monte à cheval. À cheval? Pour où, monsieur? Le Somerset. Hastings laissa tomber son carnet. Le Somerset? Votre grâce, c'est à près de 150 miles. Le temps se gâte. Les routes seront pleines de boue. Et le bal de la duchesse de Clèves est vendredi. Au diable le bal, dit Roland en se dirigeant vers la porte. Et au diable la boue. Je dois rencontrer un homme au sujet de quelques pioches. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, jetant un coup d'œil à la lettre sur son bureau. Où, murmura Roland pour lui-même, un léger sourire dangereux se dessinant sur ses lèvres. Une femme. Le voyage dura 3 jours. Ce ne fut pas une grande chevauchée romantique à travers des collines verdoyantes. Ce fut une épreuve brutale et éprouvante à travers une pluie battante et incessante qui transforma les routes royales en rivières de boue épaisse et gluante. Roland dormit dans de terribles auberges de bord de route qui sentaient la vieille bière et la laine mouillée. Il mangea du pain rassis et du mouton coriace. Ses bottes d'équitation en cuir coûteuse étaient couvertes de saleté grise, et son lourd manteau d'équitation était trempé jusqu'à la doublure. Il avait froid. Il était épuisé, et ses muscles brûlaient après des heures en selle. Il ne s'était jamais senti aussi bien. Chaque mille qui le séparait de Londres enlevait une couche de son apathie suffocante. Au moment où il franchit la frontière du Somerset, il se sentit éveillé pour la première fois en une décennie. Il trouva l'affluent de Wickling le matin du 3e jour. La pluie s'était enfin calmée pour devenir un crachin lugubre. Il chevaucha le long de la crête, regardant la vallée en contrebas. La lettre n'avait pas exagéré. Le barrage, une structure stupide et ostentatoire de pierre et de mortier, bloquait le cours naturel de l'eau. Il créait un lac placide et mort du côté de Roland. Mais en dessous du barrage, sur les terres des Holloway, l'eau détournée avait transformé les champs en un marécage noyé et dévasté. Le sommet des clôtures en bois dépassait à peine la surface de l'eau. Roland fixa la destruction, la mâchoire serrée. Cela avait été fait en son nom, parce qu'il s'était trop ennuyé pour lire les rapports, parce qu'il avait fait confiance à un intendant qui se souciait plus d'aménagement paysager que de survie humaine. Il éperonna son cheval, suivant le chemin boueux qui menait au domaine des Holloway. Il s'attendait à un manoir en ruine. Il en trouva un. Oakhaven était une victime du temps et de la pauvreté. La pierre était noircie par l'humidité. Le lierre était mort, et plusieurs fenêtres des étages supérieurs étaient condamnées. Il n'y avait pas de valet pour prendre son cheval. Il n'y avait personne à la porte d'entrée. Roland descendit de cheval, attachant les rênes du Rouen à un anneau de fer sur le mur de pierre moussue. Il se dirigea vers l'arrière de la maison, suivant le son de cris. Il tourna au coin de la cour de l'écurie et s'arrêta. La cour était une mer de boue. Au centre, un lourd chariot en bois était renversé sur le côté, l'essieu arrière profondément enfoncé dans la boue. Un cheval de traits terrifié se cabrait et tirait sur les traits. Et en plein milieu, jusqu'au tibia dans la saleté, se trouvait une femme. Elle portait une robe de laine délavée, le bas relevé autour de ses genoux, exposant des bottes épaisses et pratiques. Ses cheveux, d'un acajou foncé et lourd, s'étaient échappés de leurs épingles et pendaient en mèches mouillées et plaquées sur son visage. Elle était petite,
mais elle se déplaçait avec une énergie frénétique et autoritaire. « Calme-le, Tom. Baisse-lui la tête. Ne le laisse pas se cabrer », cria-t-elle à un jeune palefrenier maigre et terrifié qui s'accrochait à la bride du cheval. Elle s'enfonça plus profondément dans la boue, poussant de l'épaule contre la caisse inclinée du chariot. « Quand je dirai de pousser, tu le feras reculer. Tu comprends? Nous devons soulager la tension sur l'essieu, ou il va casser. » Roland resta parfaitement immobile, la pluie dégoulinant du bord de son chapeau. Il la regardait. Elle cala ses bottes dans la gadoue. Elle ne portait pas de gants. Alors qu'elle agrippait le bord du chariot en bois, Roland vit sa main droite. La peau sur le dos et jusqu'aux articulations était blanche, boursouflée et terriblement cicatrisée. Les articulations semblaient raides, mais elle agrippait le bois avec une férocité désespérée, les jointures blanchies. « Maintenant, Tom, fais-le reculer. » Le garçon tira. La femme poussa de tout son poids. Le chariot gémit, se déplaçant d'un pouce, puis retombant dans la boue avec un bruit écœurant. La femme recula, la poitrine haletante, essuyant la pluie et la boue de son visage avec son avant-bras, laissant une traînée brune sur sa joue pâle. Elle jura. Ce n'était pas un juron poli de salon. C'était un juron grossier et créatif qui fit sauter les sourcils de Roland vers la racine de ses cheveux. Elle se tourna, attrapant un long et lourd levier en fer sur le sol sec, près de la porte de l'écurie. Elle le souleva, luttant légèrement avec le poids à cause de sa main cicatrisée, et retourna dans la boue. Roland bougea enfin. Il quitta les pavés, ses bottes coûteuses s'enfonçant instantanément dans la gadoue. Il s'approcha derrière elle, juste au moment où elle levait le levier en fer pour le coincer sous la roue. « Le point d'appui est mauvais », dit Roland. Evelyne se retourna brusquement, surprise. Le levier en fer lui glissa des mains et éclaboussa la boue. Elle fixa l'homme qui se tenait dans sa cour. Il était grand, extrêmement grand. Il était couvert de plusieurs jours de saleté de la route, son manteau d'équitation lourd de pluie. Mais sous la crasse, la coupe de son manteau et les lignes sévères et aristocratiques de son visage le trahissaient instantanément. Ce n'était pas un fermier local. « Qui diable êtes-vous » demanda Evelyne, sa voix vive et haletante. Elle ne se recroquevilla pas. Elle ne fit pas la révérence. Elle se tenait dans la boue, le fusillant du regard. « Un homme qui connaît les lois de la physique élémentaire », répondit calmement Roland. Il plongea la main dans la boue glacée et en sortit le lourd levier en fer. Il ne sourcilla pas à la saleté. Il passa devant elle, coinçant le levier profondément sous l'essieu enterré, l'inclinant contre un rocher submergé. « Prenez la roue », ordonna Roland. Evelyne cligna des yeux. Personne ne lui donnait d'ordre dans sa propre cour. Mais le chariot devait être déplacé, et il pesait déjà de tout son poids sur le levier en fer. Elle pataugea jusqu'à la grande roue en bois, agrippant les rayons boueux. « À 3, » dit Roland, sa voix un grondement bas et régulier par-dessus la pluie. « 1, 2, 3. » Il jeta son poids sur le levier. Ses épaules se tendirent sous la laine mouillée de son manteau. Evelyne tira sur la roue de toutes ses forces, ignorant la douleur aiguë dans sa main cicatrisée. La boue fit un grand bruit de succion. Le chariot sursauta, l'essieu se libéra, et la lourde charrette se reposa sur ses 4 roues. Le palefrenier mena immédiatement le cheval tremblant vers un sol solide. Evelyne se tenait sous la pluie, haletante, fixant l'étranger. Il respirait lourdement, les mains couvertes de boue grise. Il les essuya nonchalamment sur les côtés de son pantalon ruiné. « Merci. » dit Evelyn, le ton méfiant. « Je suppose que vous êtes perdu. La route royale est à 2 miles à l'ouest. »« Je ne suis pas perdu, » dit Roland. Il se tourna pour lui faire face complètement. Ses yeux gris ardoise se fixèrent sur les siens. Ils étaient incroyablement intenses, ne manquant rien. Ils descendirent jusqu'à sa main droite, s'arrêtant un instant sur la chair cicatrisée, avant de remonter vers son visage. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, juste du calcul. « Je cherche un certain B. Holloway, » dit-il. Evelyne se raidit, le menton levé. « Je suis Evelyn Holloway. Et vous êtes ?» Roland plongea la main dans la poche intérieure de son manteau trempé. Il en sortit un morceau de parchemin plié, protégé par un étui en cuir. L'empreinte de pouce en cire rouge était encore visible. « Je suis Westmoreland, » dit Roland, d'une voix neutre. « J'ai reçu votre lettre. Je crois comprendre que vous cherchez à acheter des pioches. »
Le silence s'étira, lourd et épais, rempli par le bruit de la pluie tambourinant sur la boue. Evelyn fixa l'homme, le duc de Westmoreland. Il était censé être un fantôme, une signature sur un bail, une ombre lointaine projetée depuis Londres. Il n'était pas censé se tenir dans la cour de son écurie, couvert de fumier de cheval et de gadoue grise, la regardant comme si elle était un nœud compliqué qu'il voulait défaire. « Vous êtes Westmoreland » répéta-t-elle. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. « Je le suis. » Roland ne bougea pas. Il la laissa le regarder. Il savait ce qu'elle voyait. Un homme du grand monde hors de son élément, puant la laine mouillée et les mauvaises décisions. Votre lettre était persuasive. Je suis venu voir le barrage. Evelyn laissa échapper un rire rauque et brusque. Il écorcha l'air humide. Vous avez chevauché depuis Londres par ce temps pour regarder des rochers? J'ai chevauché depuis Londres pour regarder le déplacement de l'eau. Corrigea Roland, d'une voix neutre. Vos calculs concernant la pression hydrostatique étaient fascinants. Je devais les vérifier. Elle ne sourit pas. Elle resserra simplement sa prise sur ses jupes mouillées et boueuses. L'arrière-cuisine est par la porte du fond. Vous y laisserez vos bottes. Je ne peux pas me permettre de remplacer le plancher s'il pourrit. Elle tourna le dos à un père du royaume et pataugea vers la maison. Roland la regarda partir. Pendant une décennie, les femmes avaient soigneusement orchestré leurs mouvements autour de lui, agitant des éventails et inclinant la tête pour capter la lumière des bougies. Evelyn Holloway marchait comme un soldat se retirant d'une tranchée perdue. Il sortit ses bottes de la boue avec un bruit humide et la suivit. L'intérieur d'Oakhaven était plus froid que la cour. L'humidité s'était installée dans le plâtre, apportant avec elle une odeur de vieilles cendres et de bois en décomposition. Evelyn le conduisit dans une immense cuisine caverneuse. Un seul feu pathétique brûlait dans l'âtre. Madame Higgins, qui frottait agressivement une marmite, la laissa tomber avec un cliquetis. Elle fixa Roland. Elle regarda sa taille, la coupe sévère de sa mâchoire, et l'arrogance indéniable tissée dans le tissu de ses vêtements ruinés. Elle tomba dans une profonde révérence terrifiée. « Relevez-vous, Madame Higgins. » soupira Evelyn, attrapant une serviette rêche sur un crochet. Elle commença à frotter la boue de ses mains, grimaçant légèrement lorsque le tissu rugueux accrocha le tissu cicatrisé de sa main droite. « Voici le duc de Westmoreland. Il est ici pour voir le barrage. »« Votre grâce, » murmura Madame Higgins, tremblante. « Nous n'avons pas de... » « Le thé est... »« De l'eau suffira, » dit Roland. Il défit son lourd manteau d'équitation. L'eau s'accumula autour de ses pieds. Il regarda Evelyn. « Vous vous êtes abîmé les mains. »« J'ai abîmé une robe, » corrigea-t-elle sèchement. « Mes mains sont faites pour travailler. Les vôtres, j'imagine, sont faites pour tenir des gobelets en cristal. Occasionnellement, la plupart du temps, elles tiennent des grands livres. » Roland jeta son manteau mouillé sur une chaise en bois. « Vous avez supposé que j'ignorais l'existence du barrage. Vous aviez raison. J'ai signé une autorisation générale pour des améliorations de domaine l'année dernière. Je n'ai pas lu les plans localisés pour le Somerset. » Evelyn arrêta de se sécher les mains. Elle le regarda, véritablement décontenancée. Les gens de son rang n'admettaient pas leur tort. Ils déviaient. Ils blâmaient leurs subordonnés. « Vous l'admettez ?» dit-elle en plissant les yeux. « J'admets que j'ai été négligent. » dit Roland, tirant un tabouret en bois dessous une table de travail marquée et s'asseyant. Le tabouret craqua de manière inquiétante sous son poids, mais il l'ignora. « Mon intendant, Gable, est un imbécile, mais c'est mon imbécile. La responsabilité est mienne. Je couvrirai le coût du bétail mort, du blé ruiné et des dommages structurels à vos fermes. » Evelyn le fixa. Une petite partie désespérée d'elle voulait s'affaisser contre le mur de pierre et pleurer de soulagement. L'argent, la survie de la ferme de Miller, tout lui était offert en quelques phrases directes. Mais le cynisme était profondément ancré en elle. La survie lui avait appris à se méfier des miracles soudains. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Roland fronça les sourcils. « Pourquoi je vous paye? Pourquoi êtes-vous ici? Vous auriez pu envoyer un chèque de la banque Coutts. Vous auriez pu envoyer un commis. » Evelyn s'approcha de la table, posant ses mains sur le bois. Les ducs ne chevauchent pas pendant 3 jours sous une pluie torrentielle pour remettre personnellement un chèque pour 2 veaux morts. Roland regarda ses mains. La gauche était pâle et lisse. La droite était une carte de violence ancienne. Il croisa son regard. Ses yeux étaient noisettes, vifs et totalement dépourvus de déférence. « Je suis venu, » dit lentement Roland, « parce que votre lettre était la première chose honnête que j'ai lue en 5 ans.
et parce que je devais savoir si vous alliez vraiment manier une pioche. Evelyn soutint son regard. Si vous ne démolissez pas ce barrage d'ici demain matin, votre grâce, je vous montrerai exactement comment je la manie. La pluie cessa 1 heure plus tard, laissant un brouillard épais et lourd s'accrocher à la vallée. Roland n'attendit pas que ses vêtements sèchent. Il insista pour voir le barrage immédiatement. Evelyn refusa de le laisser y aller seul. Elle enfila un lourd manteau de laine mitée et le conduisit à travers la crête. Ils marchèrent en silence. La foulée de Roland était longue et sans effort. Evelyn devait peiner pour le suivre, ses lourdes bottes glissant sur l'herbe mouillée. Il le remarqua. Il ralentit son allure. Il ne lui offrit pas son bras. Il sentit qu'elle le mordrait probablement s'il essayait. Mais il se positionna sur la pente descendante, une barrière silencieuse entre elle et la chute abrupte vers la rivière. Ils atteignirent le sommet de la colline. En dessous d'eux, le barrage de Wickeling se dressait comme une forteresse. Il était construit en pierre grise importée, complètement déplacé dans le paysage du Somerset. Du côté de Roland, l'eau était un lac lisse et vitreux, reflétant le ciel gris. Du côté d'Evelyn, la vallée était un marécage boueux et étouffé. « Mon Dieu !» murmura Roland. Le voir en personne était très différent de le lire sur un parchemin. Gable voulait un bassin de réflexion pour le pavillon, dit Evelyn, la voix plate. Il a dit à Miller que le progrès exigeait des sacrifices. Miller a 5 enfants. Le progrès de Gable leur a coûté leur provision d'hiver. Roland fixa l'énorme mur de pierre. Il est maçonné. Nous ne pouvons pas simplement le démolir à coups de pioche. Nous avons besoin de poudre à canon pour percer le centre et d'ouvriers pour démanteler les côtés. De la poudre à canon. Evelyn le regarda. Cela inondera la basse vallée. Pas si nous le perçons par section. Et contrôlons le débit. Roland s'approcha du bord de la crête, son esprit calculant. C'était un homme habitué à résoudre des problèmes logistiques massifs. Ce n'était qu'un problème de terre et d'eau, au lieu de routes maritimes et de tarifs commerciaux. Si nous ouvrons un déversoir sur le flanc est, nous pouvons vider le lac d'1 pied par heure. Cela donnera au lit de la rivière le temps d'absorber le trop-plein. Evelyn le regardait. L'ennui qu'elle avait supposé inhérent à sa classe était complètement absent. Son visage était vif de concentration. « Vous comprenez l'ingénierie » nota-t-elle, légèrement surprise. Mon père y a insisté. Il croyait qu'un homme qui possède des mines devrait savoir comment fonctionne une poutre de soutien. Roland se tourna vers elle. « Où réside Gable ?»« Dans le village, à 3 miles d'ici. J'enverrai un message. Il apportera ses registres, les fonds du domaine et tous les hommes valides qu'il emploie actuellement sur mes terres. Gable n'écoutera pas un message. Il se comporte comme un roi dans ce comté. Il se comporte comme un roi, parce que j'ai été un dieu absent, dit doucement Roland. La vérité de ses propres mots avait un goût de cendre. Cela s'arrête aujourd'hui. Un bruit provenant du fond de la vallée attira leur attention. Un homme sur un hongre gris chevauchait le long du champ inondé. Il portait un beau manteau de laine et un col haut et rigide. Quand on parle du loup. Dit Evelyn, la mâchoire se crispant. C'est Gable. Les yeux de Roland se fixèrent sur le cavalier. La fureur pure et sans mélange qui couvait en lui depuis qu'il avait lu la lettre d'Evelyn trouva enfin une cible. « Attendez ici, » dit Roland. Il ne descendit pas la colline en marchant. Il la descendit avec une grâce prédatrice terrifiante, ses longues jambes dévorant la distance. Evelyn regarda, son cœur battant un étrange et inconfortable coup contre ses côtes. Elle suivit. Au moment où elle atteignit le fond de la vallée, Roland avait intercepté l'intendant. Gable regardait Roland de haut avec un ricanement de dédain absolu. « Vous êtes sur les terres de Westmoreland, » disait Gable, sa voix dégoulinant de condescendance. « Quittez ce domaine avant que je ne vous fasse arrêter pour vagabondage. » Roland se tenait dans la boue, regardant l'homme à cheval. Il ne cria pas. Il n'éleva pas la voix. « Descendez de ce cheval, Gable. » L'autorité tranquille dans l'ordre fit hésiter l'intendant. Gable regarda de plus près l'homme imposant et sale qui se tenait devant lui. Il remarqua la coupe du manteau ruiné, le cuir coûteux des bottes sous la boue, et enfin, les yeux durs, gris ardoise. La reconnaissance se fit jour, lente et horrifiante. Toute couleur quitta le visage de Gable. « Votre grâce ?» murmura Gable. « Le cheval. Maintenant. » Gable tomba pratiquement de sa selle, atterrissant lourdement dans la boue. Il se releva en se débattant,
s'inclinant frénétiquement. Votre grâce, nous n'avons pas été prévenus. Si j'avais su que vous veniez, si vous aviez su que je venais, vous auriez caché les preuves de votre incompétence. L'interrompit Roland, sa voix comme de la glace qui se fissure. Il fit un geste vers les champs inondés. Expliquez-moi ça. C'est un débordement temporaire, votre grâce. Les pluies ont été exceptionnellement fortes. Le lac est un ajout magnifique à la propriété. C'est un monument à votre stupidité. Dit Roland, vous avez endigué un affluent sans renforcer les berges inférieures. Vous avez détruit les moyens de subsistance de mon voisin. Voisin? Gable ricana nerveusement, jetant un coup d'œil à Evelyn qui s'approchait. C'est une vieille fille qui vit dans une ruine, votre grâce. Sa famille l'a abandonnée ici. Les Holloway n'ont aucun statut. La terre ne vaut pratiquement rien. Roland s'avança. Il bougea si vite que Gable n'eut pas le temps de broncher. Roland attrapa le devant du beau manteau de laine de l'intendant et le souleva sur la pointe des pieds. « Mademoiselle Holloway est une dame, » dit Roland, sa voix baissant jusqu'à un murmure mortel. « Et vous êtes un voleur, qui vole des hommes affamés en mon nom. Vous êtes renvoyé. »« Renvoyé » s'étouffa Gable. « Votre grâce, j'ai un contrat. Poursuivez-moi en justice, » dit Roland. Il poussa l'homme en arrière dans la boue. « Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour quitter le village. Laissez les registres du domaine au magistrat local. Si je trouve un seul shilling manquant, je vous verrai à Newgate. » Roland tourna le dos à l'homme qui bafouillait. Il regarda Evelyn. Ses yeux étaient grands ouverts, le fixant comme s'il était une créature mythique qui venait de se matérialiser dans son marécage. « Maintenant, » dit Roland, ajustant ses poignets avec un calme déconcertant. « Discutons de l'endroit où placer la poudre à canon. » Le pont sur la basse Wickling avait été complètement emporté. Roland découvrit ce fait malheureux en tentant de se rendre à l'auberge locale à la tombée de la nuit. La rivière, gonflée par le ruissellement du barrage et la pluie récente, était infranchissable. Il était coincé du côté de la propriété des Holloway. Evelyn accueillit la nouvelle avec une sombre résignation. Elle se tenait dans le couloir humide d'Oakhaven, tenant une seule bougie de suif vacillante. « Je ne peux pas vous offrir l'hospitalité qu'un duc attend, » dit-elle, sur un ton défensif. « Ma famille n'envoie pas d'allocation pour les invités. Il y a une chambre d'amis qui ne fuit pas. Vous pouvez la voir. Mais nous dînons avec ce que nous avons. Je ne m'attends pas à du faisan, mademoiselle Holloway. Un feu et une chaise suffiront. » Le dîner fut une leçon d'humilité. Ils s'assirent à une immense table de salle à manger en acajou marqué, pouvant accueillir confortablement 20 personnes. Juste eux deux, aux extrémités opposées. Le repas était un maigre ragoût de pommes de terre et du pain dense et croustillant. Roland le mangea sans se plaindre. Il le mangea en fait comme s'il était affamé, raclant le bol. Evelyn l'observait depuis l'ombre. Elle avait passé les 3 dernières années à construire une forteresse autour d'elle, un mur de cynisme et de survie amère. Roland Pendleton était un bélier. Il ne correspondait pas à sa haine bien catégorisée de l'aristocratie. Il était impitoyable, oui, mais il était utile. Et il était incroyablement, et de manière distrayante, observateur. Après le dîner, ils se rendirent à la bibliothèque. C'était la seule pièce que Madame Higgins avait réussi à chauffer. Un petit feu crépitait dans l'âtre. Roland s'assit dans un fauteuil à oreilles délavées, sirotant un verre de whisky bon marché et brûlant qu'Evelyn avait trouvé dans un placard poussiéreux. Il fixait les flammes. L'épuisement de son voyage le rattrapait enfin, s'installant profondément dans ses os. Evelyn s'assit en face de lui, tenant un livre qu'elle ne lisait pas. « Votre famille vous a caché ici », dit soudainement Roland. Ce n'était pas une question. Il se souvenait des paroles cruelles de Gable. Evelyn se raidit. Elle ferma soigneusement le livre. Gable a parlé à tort et à travers, mais il n'a pas menti. Pourquoi? Elle le regarda. La lumière du feu attrapa les angles durs de son visage. Il ne demandait pas des ragots. Il demandait un fait. Evelyn leva sa main droite. Elle la tint dans la lumière, exposant les cicatrices pâles et tordues. « J'ai ruiné une robe », dit-elle doucement. Ma jeune sœur Clara se préparait pour ses débuts. Sa robe a pris feu. Je l'ai éteint avec mes mains. J'ai sauvé la fille. J'ai perdu la main. Et ce faisant, j'ai perdu ma valeur. Roland regarda la main. Il ne broncha pas. Il n'offrit pas de platitude vide sur la beauté intérieure. La société exige la perfection, continua Evelyn, sa voix se durcissant.
Une femme est un atout décoratif. Lorsque l'atout est endommagé, il est retiré au grenier. J'ai été envoyé ici pour une convalescence qui a duré 3 ans. Je mourrai ici. Un destin tragique, murmura Roland. Sauf si, bien sûr, la femme découvre qu'elle préfère gérer un domaine plutôt que de sourire à des imbéciles dans une salle de bal. Evelyne cligna des yeux. Vous pensez que je préfère ça? Elle fit un geste vers les murs humides. Le feu bon marché. Je pense, dit Roland en prenant une gorgée du terrible whisky, que si vous étiez replacé dans un salon de Mayfair demain, vous suffoqueriez. Vous avez goûté à l'autorité, mademoiselle Holloway. Vous m'avez ordonné de tirer un chariot de la boue. Vous avez menacé un duc avec une pioche. Vous ne vous recroquevillez pas. Vous vous battez. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. La lumière du feu dansait dans ses yeux gris. Ils vous ont exilé parce qu'ils vous croyaient brisés. Ils avaient tort. Ils vous ont simplement donné un royaume qu'ils ne voulaient pas gérer. Evelyn sentit un serrement soudain et vif dans sa gorge. Personne n'avait jamais présenté son exil comme une victoire. Cela avait toujours été une punition. Et quelle est votre excuse, votre grâce, rétorqua-t-elle, utilisant sa vulnérabilité comme une arme pour détourner sa perspicacité. Vous avez le monde à vos pieds. Vous avez l'argent, le pouvoir, des mains sans cicatrices. Pourtant, vous avez l'air de ne pas avoir dormi paisiblement depuis une décennie. De quoi vous cachez-vous? Roland baissa les yeux sur son verre. Il fit tourner le liquide ambré. L'ennui, dit-il doucement. Une apathie profonde, qui boit l'âme. J'ai hérité du duché à 22 ans. Mon père est mort subitement. Un jour, j'étais un jeune homme avec un avenir. Le lendemain, j'étais un grand livre, une institution. Les gens ont cessé de me parler. Ils ont commencé à parler à mon titre. Il leva les yeux vers elle et Evelyn vit l'immense et creuse solitude dans son regard. Chaque sourire est un calcul. Chaque conversation est une transaction. J'ai passé 10 ans entouré de milliers de personnes et je ne me suis jamais senti aussi entièrement seul. Il offrit un sourire sombre et autodérisoire. Jusqu'à ce que je reçoive une lettre d'une femme qui m'a traité d'imbécile ignorant et a menacé ma propriété. Evelyn ne put retenir le petit sourire sincère qui tira le coin de sa bouche. « Je ne vous ai pas traité d'imbécile », fit-elle remarquer doucement. « Je l'ai simplement sous-entendu. Votre subtilité a été notée. » Répondit Roland. Le silence qui s'installa entre eux n'était plus hostile. Il était fragile, construit sur la base inattendue de dommages mutuels. Ils étaient 2 exilés, assis dans un manoir en décomposition. L'une bannie par sa famille, l'autre bannie par son propre privilège. Roland finit son whisky. Il posa le verre. « Demain, dit-il, sa voix s'abaissant à un registre rauque qui envoya un étrange frisson le long de la colonne vertébrale d'Evelyn. Nous faisons sauter un barrage. Demain, acquiesça Evelyn. Elle regarda sa main cicatrisée, posée sur ses genoux. Pour la première fois en 3 ans, elle ne ressentit pas le besoin de la cacher. Le jour se leva sur le Somerset comme un œil au beurre noir, tout en nuages violets et en gris terne et douloureux. Le village se réveilla avec un spectacle qu'il n'avait jamais vu et ne reverrait probablement jamais. Le duc de Westmoreland n'était pas assis dans une voiture de velours. Il était debout, jusqu'à la taille dans l'eau stagnante et glacée du bassin de Wickeling, un pied de biche à la main, se disputant avec un carrier au sujet de la poudre noire. Evelyn se tenait sur la rive, un lourd châle de laine enroulé étroitement autour de ses épaules. Elle le regardait. Les ouvriers que Gable avait employés, 30 hommes qui avaient passé les 2 derniers jours à attendre d'être licenciés, transportaient maintenant des sacs de toile d'explosifs sur la pente boueuse. Roland avait doublé leur salaire à l'aube. Il avait également commandé un petit déjeuner chaud de l'auberge du village. La loyauté, comprenait-il, s'achetait avec de l'argent, mais elle était assurée avec de la viande et du pain. L'intégrité structurelle du mortier est plus forte sur le flanc ouest, cria Roland par-dessus le vent, pointant un doigt boueux et sanguant vers la paroi de pierre. Si nous faisons sauter le centre, les parois latérales s'effondreront vers l'intérieur et obstrueront le lit de la rivière avec des débris. Nous avons besoin d'une brèche nette. Le carrier, un local au cou épais nommé Griggs, plissa les yeux en regardant le duc. Il n'était pas habitué au père qui comprenait les fractures de contrainte. « Oui, votre grâce, mais le schiste du côté est fragile. Si nous mettons trop de poudre là, nous emporterons la moitié de la colline avec,
Alors nous ne forons pas dans le schiste. Evelyn s'avança. Ses bottes s'enfoncèrent dans la boue. Elle ignora le froid qui s'infiltrait à travers le cuir. Elle pointa une couture déchiquetée près de la ligne de flottaison. Le substrat rocheux plonge là. Mon grand-père a essayé de construire un moulin précisément à cet endroit il y a des années. La fondation s'est fissurée en une semaine parce que le calcaire est creux en dessous. Forez-la. La pression de l'eau fera le reste. Griggs regarda Evelyn, puis Roland. Roland ne la rejeta pas. Il ne lui dit pas de retourner à la maison. Il fixa la couture qu'elle indiquait, ses yeux se plissant alors qu'il calculait la physique. Un sourire lent et profondément appréciateur se répandit sur son visage strié de saleté. « Avez-vous entendu la dame, Griggs » dit Roland, sa voix tombant dans un registre de commandement absolu. Forez le creux. Cela prit 3 heures. Evelyn organisa les fermiers. Elle envoya Miller et ses garçons en aval pour nettoyer les grilles à débris, s'assurant que la montée soudaine de l'eau n'inonderait pas simplement la ferme suivante. Elle travailla jusqu'à ce que son souffle devienne des halètements saccadés, sa main cicatrisée palpitant à cause du froid humide. « Dégagez le bassin » hurla finalement Griggs. Les ouvriers grimpèrent sur les berges boueuses. Roland fut le dernier homme à sortir de l'eau. Il pataugeait jusqu'à la rive, ses bottes lourdes, son pantalon de laine fine ruiné au-delà de toute réparation. Il remonta la crête jusqu'à l'endroit où se tenait Evelyn. Il sentait le soufre, la terre mouillée et la sueur. C'était l'odeur la plus humaine qu'il ait jamais eue. « Feu !» cria Griggs, approchant une lanterne de la longue mèche imbibée d'huile. L'étincelle grésilla, courant le long de la berge comme un serpent brillant et en colère. Roland se plaça derrière Evelyn. Il ne mit pas ses bras autour d'elle. Il savait qu'elle détesterait cette présomption, mais il plaça sa grande et solide charpente entre elle et le vent. « Couvrez-vous les oreilles » murmura-t-il. Devlin leva les mains, et l'explosion ne fut pas un boom, ce fut un claquement violent et sec qui coupa le souffle d'Evelyn. Le sol trembla violemment. Un geyser de boue noire, de pierres grises et d'eau blanche jaillit dans le ciel. Pendant une seconde terrible et haletante, rien ne se passa. La fumée se dissipa, et le barrage tenait toujours. Puis vint le gémissement. Il commença profondément dans le calcaire. Un cri terrible et grinçant de mortier qui cède. Le muret se bomba vers l'extérieur. Et puis, avec le rugissement d'une bête mourante, la pierre se brisa. Le lac mort se déversa. Il ne s'écrasa pas. Il coula, épais et furieux, déchirant la brèche. L'eau tourbillonna, emportant des morceaux de maçonnerie et des arbres déracinés dans le lit naturel de la rivière. En dessous d'eux, dans les champs inondés, l'eau stagnante commença immédiatement à se retirer, aspirée par le courant rapide. Une acclamation s'éleva des ouvriers. En bas dans la vallée, Miller tomba à genoux dans la boue, pleurant dans ses mains. Evelyn regarda l'eau s'écouler. Le poids écrasant qui pesait sur sa poitrine depuis 6 mois se brisa enfin. Elle laissa échapper un souffle tremblant, ses mains tombant de ses oreilles. « Il est parti » murmura-t-elle. « Il est parti » Roland acquiesça. Elle se tourna pour le regarder. Il observait la rivière, la mâchoire serrée, les yeux brillants d'une satisfaction féroce et primitive. Il ne s'ennuyait plus. Il était intensément, violemment vivant. Il baissa les yeux sur elle. L'adrénaline de l'explosion flottait entre eux, lourde et électrique. Pendant une fraction de seconde, Evelyn pensa qu'il allait l'embrasser. Son regard tomba sur sa bouche, le gris ardoise de ses yeux s'assombrissant. Son cœur battait un rythme frénétique contre ses côtes. Elle ne recula pas. Elle tint bon, attendant. Mais Roland était un homme qui comprenait la différence entre une escarmouche et un siège. Il ne prenait pas ce qui n'était pas offert. Il tendit la main et, avec une douceur choquante, essuya une tache de boue noire de sa joue avec son pouce. « Venez, mademoiselle Holloway. S'il doucement. Allons inspecter notre ruine. » Le duc de Westmoreland ne retourna pas à Londres. 3 semaines passèrent. La boue dans les champs d'en bas commença à sécher, laissant derrière elle une épaisse couche de limon fertile. Le blé d'hiver était perdu, mais Roland avait discrètement organisé l'arrivée d'une cargaison massive de semences d'orge de printemps depuis ses domaines du Nord. Il quitta la chambre d'amis humide d'Okehaven pour s'installer à l'auberge du village, à la grande terreur de l'aubergiste. Mais il passait ses journées au domaine des Holloway. Il s'asseyait dans la bibliothèque glaciale d'Evelyn, entouré de ses grands livres.
C'était un mathématicien du pouvoir, et il tourna son intelligence impitoyable vers le sauvetage de sa maison. Il trouva les fuites dans ses rendements de récolte, renégocia les taux d'intérêt draconiens que son père avait laissés sur les hypothèques des locataires, et renvoya les marchands de grains corrompus de la ville voisine qui la sous-payaient depuis des années. Il ne le fit pas pour elle. Il le fit avec elle. Ils se disputaient constamment. Ils se querellaient sur les rotations de culture, les rendements du bois et le prix de la laine. Leur dispute était vive, brillante et absolument exaltante. Evelyn n'avait jamais été autorisée à être bruyante auparavant. Elle n'avait jamais été autorisée à être en colère, ou intelligente, ou intransigeante. Roland exigeait tout cela. Il la poussait, et elle ripostait encore plus fort. « Vous ne pouvez pas vendre ce bois à la marine », lança Evelyn un soir, arpentant la bibliothèque devant le feu. Les coûts de transport jusqu'au chantier naval de Portsmouth engloutiront un tiers du profit. Roland se pencha en arrière dans le fauteuil en cuir de son père, la regardant. Il avait complètement abandonné sa cravate. Le col de sa chemise était ouvert, exposant la colonne forte de sa gorge. « Pas si nous utilisons le système de canaux. Je possède 40% des parts de la compagnie Grande Union. Ils renonceront au péage. » Evelyn arrêta de marcher. Elle le fixa. « Vous trichez. Je tire parti de mes avantages. » corrigea-t-il doucement. « C'est ainsi que le monde fonctionne, Evelyn. Vous ne pouvez pas mener une guerre sans utiliser votre artillerie. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Le mot flotta dans la pièce silencieuse. Le feu crépita. L'air devint soudain très épais. L'espace entre eux se réduisait rapidement. Evelyn baissa les yeux sur ses mains. Sa main droite lui faisait terriblement mal. L'humidité du soir de printemps s'était installée dans les articulations cicatrisées, les rendant raides et lancinantes. Elle se frotta le dos de la main distraitement, essayant de faire passer la douleur. Roland le remarqua. Il remarquait toujours tout. Il se leva, traversant la pièce, jusqu'à se tenir directement devant elle. Il était si grand. Il éclipsait la lumière du feu. « Donnez-la-moi », dit-il doucement. Evelyn se raidit, cachant sa main derrière son dos. « Ce n'est rien, juste l'humidité. Evelyn, donnez-moi votre main. » Ce n'était pas une demande. C'était un ordre calme et inflexible. Lentement, elle avança sa main droite. Elle la détestait. Elle détestait la peau brillante et boursouflée, la façon dont les articulations ne pouvaient pas se redresser complètement, sa laideur pure et simple. Elle s'attendait à ce qu'il la regarde avec pitié. C'est ce que les gens faisaient. Ils plaignaient la chose brisée. Roland ne la plaignit pas. Il prit sa main dans les siennes. Ses paumes étaient chaudes, les callosités de ses semaines de chevauchée et de travail rugueuses contre sa peau. Il n'examina pas les cicatrices. Il commença à masser les articulations. Ses pouces pressèrent profondément dans les muscles raides, chassant la douleur froide des tissus avec une pression ferme et régulière. Evelyn haleta doucement, ses yeux se fermant, tandis que la douleur commençait lentement à s'estomper, remplacée par la chaleur choquante et intense de son contact. « Vous la cachez », murmura Roland, son attention entièrement portée sur sa main. « Vous l'enveloppez dans de la laine. Vous la gardez sous la table. »« Elle est hideuse », murmura Evelyn en ouvrant les yeux. Elle regarda son visage. Il fixait sa main comme si c'était quelque chose de sacré. « C'est la main d'une femme qui a traversé le feu pour sauver sa sœur, » dit Roland, la voix rauque. Il leva les yeux, ses yeux d'ardoise se fixant sur les siens. « C'est la main qui a sorti un chariot de la boue. C'est la main qui a écrit une lettre qui m'a réveillé d'un sommeil de 10 ans. Il n'y a rien de hideux là-dedans. » Il leva sa main. Il n'embrassa pas ses doigts. Il pressa ses lèvres directement contre la pire des cicatrices sur le dos de sa main. Le contact fut électrique. Il envoya une onde de choc de chaleur pure et sans mélange directement dans la poitrine d'Evelyn. Son souffle se coupa. Personne n'avait jamais touché ses cicatrices avec révérence. Personne n'avait jamais regardé sa brisure et l'avait appelée une arme. Roland baissa sa main, mais il ne la lâcha pas. Il se rapprocha. L'odeur de lui, fumée de bois, lin propre et chaleur masculine, l'enveloppa. « J'ai terriblement peur de vous », confessa Roland, sa voix un râle bas et rauque. « Vous êtes un duc », souffla Evelyn, son cœur martelant ses côtes comme un oiseau piégé. « Vous n'avez peur de rien. J'ai peur. » Dit Roland, levant la main pour lui caresser le visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. «
peur de retourner à Londres et de mourir d'ennui parce que vous ne serez pas là pour me crier dessus. » Evelyn laissa échapper un son tremblant et désespéré. Elle attrapa le devant de sa chemise en lin. Elle n'attendit pas qu'il demande. Elle le tira vers le bas. Le baiser ne fut pas poli. Ce n'était pas un effleurement chorégraphié de salle de bal. C'était une collision. Les bras de Roland s'enroulèrent autour d'elle, la plaquant contre sa poitrine, la soulevant légèrement du sol. Sa bouche était chaude, exigeante et incroyablement désespérée. Evelyn lui rendit son baiser avec toute la fureur et la passion refoulée d'une femme à qui on avait dit pendant 3 ans qu'elle était morte. Elle n'était pas morte. Elle brûlait. Il avait le goût du whisky et de la pluie. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux épais, arrachant les épingles jusqu'à ce qu'ils tombent en cascade dans son dos. La main cicatrisée d'Evelyn agrippa son épaule, s'accrochant à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde en ruine. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle. Roland posa son front contre le sien, sa poitrine se soulevant. « La ruine !» murmura-t-il, un sourire touchant ses lèvres. « La ruine absolue. » Evelyn rit, un son rauque et essoufflé. « C'est vous qui avez commencé, et j'ai l'intention de finir. » Roland recula, la regardant avec une possessivité féroce et intransigeante. « Faites vos bagages, Evelyn. Nous allons à Londres. » Le sourire d'Evelyn disparut. La réalité du monde s'abattit de nouveau sur elle, froide et lourde. « Je ne peux pas aller à Londres, » dit-elle en sortant de son étreinte. L'air froid se précipita pour remplacer sa chaleur. « Vous savez que je ne peux pas. Ma famille. Votre famille n'a aucune importance. » « Non, Roland, ils en ont. » Elle enroula ses bras autour d'elle. « Vous êtes un duc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez embrasser la vieille fille à la campagne et appeler ça une aventure. Mais si je retourne à Mayfair, je suis la fille abîmée. Je suis le fardeau. Ma mère m'enfermera dans une maison de ville et vous serez poussé à épouser la fille d'un comte qui sait jouer de la harpe. » Les yeux de Roland se durcirent. La douceur disparut, remplacée par l'aristocrate impitoyable qui commandait des armées d'hommes et des millions de livres. « Vous avez si peu d'estime pour moi ?» demanda-t-il doucement. « Je pense que le monde est ce qu'il est, » dit Evelyn, la voix brisée. « Et nous n'y avons pas notre place. » Avant que Roland ne puisse répondre, des coups forts et frénétiques résonnèrent à la porte d'entrée du manoir. Les coups résonnèrent dans la maison silencieuse. Madame Higgins, serrant un châle, se précipita dans le couloir pour déverrouiller la lourde porte en chêne. Sur les marches glissantes de pluie se tenait un homme dans un costume noir impeccable et sur mesure. Il regarda le plancher boueux avec un profond dégoût. « Je suis Monsieur Sterling », dit l'homme, sa voix nasillarde et aiguë. « Avocat de Lord Holloway. Je suis ici pour voir Mademoiselle Evelyn Holloway immédiatement. » Evelyn sortit de la bibliothèque. Roland, une ombre silencieuse et imposante derrière elle. « Je suis Evelyn, » dit-elle, gardant le menton haut. « Que s'est-il passé? Mon père est-il malade? Votre père est en parfaite santé, Mademoiselle Holloway, » dit l'avocat en entrant dans le hall. Il n'enleva pas son chapeau. Il est, cependant, en grande difficulté financière. Les dettes de votre sœur Clara de cette saison sont arrivées à échéance. Il a pris la difficile décision de liquider ses actifs secondaires. Le sang d'Evelyn se glaça. Actifs secondaires. Oakhaven va être vendu, dit platement l'avocat, sortant un document scellé de sa sacoche en cuir. L'acheteur est un riche marchand qui souhaite défricher les terres pour le pâturage des moutons. Vous avez 1 semaine pour faire vos bagages. Votre père vous a trouvé un petit cottage dans le Yorkshire. C'est assez isolé. Vous ne serez pas dérangé. Les mots flottaient dans l'air humide. Yorkshire, isolé, liquidé. Il ne se contentait plus de la cacher. Il l'effaçait complètement. Oakhaven était tout ce qu'elle avait. Les fermiers, les champs, les gens qu'elle avait protégés au péril de sa vie. Ils seraient tous chassés pour que son père puisse payer les robes en soie de Clara. Evelyn tendit la main et agrippa le bord de la table du couloir pour se stabiliser. La pièce tournait. Tout le feu, toute la force qu'elle avait bâtie au cours des 3 dernières semaines se brisèrent comme du verre. « Non », murmura-t-elle. « J'ai l'acte de vente ici même, mademoiselle », dit l'avocat en tendant le papier. « Il ne nécessite que votre accusé de réception de l'avis d'expulsion. » Evelyn tendit une main tremblante vers le papier. Avant que ses doigts ne puissent le toucher, une grande main calleuse passa devant elle
et arracha le document des mains de l'avocat. Roland entra dans la lumière des bougies du couloir. L'avocat leva les yeux, agacé. « Écoutez, vous ne pouvez pas simplement… » L'homme s'arrêta. Il regarda le visage de Roland. Il regarda les lignes dures et aristocratiques, la taille imposante de l'homme et l'aura indubitable et terrifiante d'un père qui était complètement à bout de patience. L'avocat pâlit, ses yeux se posant sur la chevalière à la main gauche de Roland. « Votre grâce. » Bégaya l'homme, enlevant son chapeau si vite qu'il faillit le laisser tomber. « Je ne savais pas que vous étiez en résidence. » Roland ne le regarda pas. Il brisa le sceau du document. Il parcourut le jargon juridique avec une vitesse impitoyable. Lord Holloway doit 20 000 livres à ses créanciers. Lut Roland à voix haute, sa voix dangereusement calme. Il vend ce domaine pour 5 000 livres afin de couvrir une fraction de la dette. Oui, votre grâce. C'est une vente en catastrophe. Roland plia lentement le papier. Il regarda l'avocat. Dites à Lord Holloway que le domaine n'est plus à vendre. Je vous demande pardon, votre grâce. L'avocat cligna des yeux. Le marchand a déjà fait l'offre. Je me fiche éperdument du marchand, dit Roland. Il s'avança. L'avocat recula instinctivement, se pressant contre le mur humide. Dites à Lord Holloway que le duc de Westmoreland rachète l'intégralité de sa dette. Les 20 000 livres. Evelyn Haleda. Roland, non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est de la charité. C'est une prise de contrôle hostile. Corrigea Roland, la regardant par-dessus son épaule. Il se retourna vers l'avocat. J'assumerai la dette. En échange, Lord Holloway me cédera l'acte de propriété d'Okehaven. Ce soir. Ce soir? Votre grâce? Lord Holloway est à Londres. Alors vous chevaucherez vite, grogna Roland. Si vous ne revenez pas avec l'acte signé d'ici jeudi, j'achèterai les billets à ordre de ses créanciers. J'exigerai le remboursement immédiat de la dette et je ferai jeter Lord Holloway dans la prison de Fleet pour insolvabilité. Mais comprenez-vous? L'avocat transpirait abondamment malgré le froid. Parfaitement, votre grâce. Je pars immédiatement. L'homme sortit en se dépêchant, manquant de trébucher sur le seuil, et s'enfuit dans la nuit. Le silence s'abattit sur le couloir. Evelyn fixait le dos de Roland. Sa poitrine se soulevait. Elle était furieuse. Elle était terrifiée. Elle était complètement dépassée. « Comment osez-vous » souffla-t-elle. Roland se retourna. « Comment j'ose quoi? Comment osez-vous acheter ma maison » cria Evelyn en s'avançant vers lui, les poings serrés. « Je ne suis pas l'un de vos domaines. Je ne suis pas un problème que vous pouvez résoudre avec un chéquier. Je vous ai dit que je ne voulais pas de votre charité. Je vous ai dit que je ne voulais pas être une femme entretenue. Vous n'allez pas être une femme entretenue. » Cria Roland en retour, sa propre colère s'enflammant. Il combla la distance entre eux, lui saisissant les épaules. « Je n'achète pas Okehaven pour moi, Evelyn. J'ai 20 domaines. Je n'ai pas besoin d'un manoir qui fuit dans le Somerset. Alors pourquoi l'avez-vous acheté? Pour pouvoir vous le donner. » Roland la lâcha, passant une main dans ses cheveux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte de velours lourde. Il ne l'ouvrit pas. Il la tenait simplement dans sa main. « Je ne vous demande pas de venir à Londres pour vous cacher, » dit Roland, sa voix s'abaissant, rauque d'émotion. « Je vous demande de venir à Londres pour régner. Le grand monde est un champ de bataille, Evelyn. Ils sont superficiels, ils sont vicieux, et ils sont entièrement prévisibles. Je meurs d'ennui depuis 10 ans parce que je n'avais personne pour combattre à mes côtés. » Il se rapprocha. Il prit sa main droite cicatrisée et plaça la boîte de velours dans sa paume, repliant ses doigts raides dessus. « Je ne veux pas d'une épouse qui joue de la harpe. Je veux une duchesse qui sait comment détruire un barrage. Je veux une partenaire qui regardera un duc dans les yeux et le menacera avec une pioche. » Roland baissa les yeux sur elle, ses yeux gris ardoise entièrement dépouillés de leur défense. « Je vous veux, exactement comme vous êtes, avec vos cicatrices, votre tempérament et tout le reste. » Velen baissa les yeux sur la boîte dans sa main. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir. Elle pouvait sentir le poids de ce que cela signifiait. Autonomie, protection, partenariat. Elle leva les yeux vers Roland. La forteresse cynique dans laquelle elle avait vécu pendant 3 ans s'effondra enfin complètement. « Si je vais à Londres, » dit Evelyn, la voix tremblante, une larme coulant enfin sur ses cils, « je ne porterai pas de gants. »
Roland sourit. C'était une chose belle et mortelle. Bien, murmura-t-il en la prenant dans ses bras. Laissez-les regarder. Laissez-les voir exactement qui tient ma laisse. Il l'embrassa profondément et durement, la réclamant non pas comme un sauveur, mais comme une égale. Demain, ils partiraient pour Londres. Demain, ils affronteraient le choc, les murmures et le scandale. Mais ce soir, dans le couloir humide et venteux d'un manoir sauvé, Evelyn Halloway cessa enfin de survivre. Elle commença à vivre. Parfois, la plus grande romance ne se trouve pas dans une valse parfaitement chorégraphiée, mais dans la boue, la pluie et la volonté de se battre pour quelqu'un que le monde pensait avoir abandonné. Roland et Evelyn ont prouvé qu'un véritable partenariat consiste à voir les cicatrices et à reconnaître la force qu'il a fallu pour y survivre. Si vous avez aimé cette histoire de défis et de romance brute, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour m'aider à créer plus de drames historiques émouvants et réalistes. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre moment préféré entre le duc et Evelyn. On se retrouve dans la prochaine histoire.